qui prennent Charlemagne en modèle, Charlemagne qui rafle des païens, Charlemagne qui rafle des Allemands pour les revendre à des musulmans par l'intermédiaire des populaires, une révolte du peuple contre un système de caste, accrochez-vous bien, des Gaulois qui vont rejoindre les camps vikings. Bonjour, c'est Oleg de Normandie, bienvenue dans mon petit paradis. Aujourd'hui une vidéo très importante puisque Michel Onfray attaque les vikingologues. C'est dans un livre dont il a fait la préface et que nous allons étudier. Ce livre, La saga des Vikings de Joël Supéry, nous allons l'étudier, en effectuer la critique. Mais d'abord, excellent que Michel Onfray mette enfin un coup de pied dans la fourmilière. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'aura. Dans la préface de ce livre, donc, Michel Onfray nous explique que malheureusement, les universitaires qui donnent le là concernant l'histoire officielle des Vikings, grosso modo, il les compare à une mafia. Carrément, il les compare au même type d'organisation avec des suzerains et des vassaux. Il dit que pour avoir droit de parole, pour que vos idées soient entendues, il faut d'abord être coopté par les gens de ce milieu-là. Donc il n'y va pas de main morte. Qui plus est, il critique leur méthode de travail, puisqu'il dit à juste titre qu'ils ne font que reprendre systématiquement les mêmes textes, c'est-à-dire qu'ils reprennent toujours les mêmes travaux de base pour pouvoir faire une nouvelle synthèse à chaque fois, mais ils ne vont jamais chercher en dehors donc, de ces textes de base. Donc ils ne font depuis des générations et des générations, ces vikingologues, que faire comme des perroquets, de répéter toujours la même chose. Et quand on sait que ces textes de base sont des textes catholiques, c'est-à-dire écrits par des moines qui étaient en guerre contre les vikings, ce sont les adversaires des vikings qui ont écrit des textes, et c'est ces textes-là qui font référence. Donc Michel Onfray, à juste titre, met un coup de pied dans la fourmilière. Il sait bien que l'histoire officielle des Vikings n'est pas la vérité. Il attaque les vikingologues donc, sur leur méthode de travail, toujours reprendre les mêmes textes, et puis sur leur organisation, il les compare carrément à la mafia, parce que pour avoir droit de parole, il faut être reconnu, il faut être de chez eux, il faut avoir été entre guillemets adoubé par... Enfin, c'est le même système que le système féodal en fait. Bref, donc merci à Michel Onfray. Donc, maintenant, on va passer à la critique du livre. Le voici. Quelles sont donc les idées appuyées par Michel Onfray qui a préfacé ce livre? La saga des Vikings de Joël Supéry. Donc on va disséquer les idées de ce livre et qui sont donc par la même occasion appuyées par Michel Onfray et sincèrement ça fait du bien, même si on va voir il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs dans ce livre, mais il y a quand même un point positif, c'est que enfin on avance, donc merci à Michel Onfray. Alors dans ce livre, ce qui apparaît, qui change un petit peu la donne, c'est que on reconnaît en premier que c'était véritablement une guerre, une vraie guerre entre les Vikings et l'Empire carolingien. Ça, c'est la première chose. Terminer les histoires de pillage, de pillards, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de pillage. Quand on est en temps de guerre, il y a des moments, c'est un petit peu l'anarchie aussi. Mais terminer. Il ne faut plus dire que les Vikings étaient de vulgaires barbares, de vulgaires pillards. C'est archi faux. Maintenant, on a Onfray qui nous appuie, donc il ne faut plus accepter que des gens, il y en a toujours beaucoup aujourd'hui, souvent des... On ne va pas les citer, mais souvent toujours les mêmes qui veulent toujours nous rabaisser au rang de barbares, sanguinaires, au rang de pillards. C'est totalement faux. C'était bel et bien une guerre avec une intelligence politique très fine de la part des Vikings qui vont peu à peu reprendre le pouvoir politique, conquérir des territoires. Ça, c'est la première chose. Donc ensuite, la chose très importante et très intéressante qu'on retrouve dans ce livre, c'est que c'était aussi une guerre quelque part un petit peu idéologique, ou plutôt une guerre d'idées,
et une guerre contre la religion et contre l'idéologie féodale, contre l'idéologie du système carolingien qui est un système romain. C'est bien expliqué dans ce livre. C'est un système donc hérité de l'Empire romain et dans la ligne droite de l'Empire romain, puisqu'on nous explique que la structure de l'Église catholique s'est fondée et s'est formée sur l'ancienne structure administrative romaine. Tout est bien expliqué dans le livre. On nous dit que les anciennes provinces romaines en Gaule, où on avait donc des esclaves, avec à chaque fois un responsable romain dans chaque région, ces responsables romains sont devenus des archevêques. Donc la structure romaine s'est transformée en structure religieuse. Et c'est bien mis en lumière qu'on a en fait des hommes libres qui se révoltent contre un empire qui vient, pour ce qui est des Scandinaves, vient les assaillir chez eux, vient les attaquer chez eux. On a une contre-attaque donc de ces Scandinaves qui va aller beaucoup plus loin qu'une simple guerre de contre-attaque territoriale, puisqu'on va avoir des Gaulois, accrochez-vous bien, des Gaulois qui vont rejoindre les camps vikings. On a une vraie révolte populaire, une révolte du peuple contre un système de caste, contre un système plein de privilèges où les paysans sont des serfs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à leurs terres. Rendez-vous compte, nos ancêtres gaulois, dans ce système carolingien, n'avaient pas le droit de partir de leurs terres. Ils étaient attachés. Impossible pour eux d'aller faire un tour dans une autre région de France. C'était interdit, c'était des serfs, c'est-à-dire c'est quasiment des esclaves, sauf qu'ils ne peuvent pas être revendus comme de la marchandise. Mais sinon, ils n'ont aucune liberté. Et donc, on a des Gaulois qui ont rejoint les camps vikings. Et on va le voir notamment, ça va être mis en lumière par la prise de Nantes en 843. Ça, c'est vraiment une idée, l'idée principale, vous allez voir, qui fait que les invasions vikings, pourquoi on raconte autant de salades dessus, pourquoi il y a un verrou comme ça, c'est parce que c'est un potentiel révolutionnaire immense. Ensuite, autre idée qui est appuyée dans ce livre et qui sort, on va dire, de l'ancienne histoire officielle, des anciens dogmes, il n'y a pas eu que des Scandinaves, donc comme je viens de vous le dire. Il y a eu bien sûr donc toute la Scandinavie qui a pris part à cette guerre donc, contre l'Empire carolingien. Il y a eu également les Saxons. Ça, on va le voir aussi avec le génocide de Verden. Des Frisons. Donc les Frisons, en gros, c'est les Hollandais. Des Aquitains. Des Aquitains. Et ouais, ça, c'est dans notre bonne vieille Gaule, dans notre bonne vieille France. Des Bretons. Des Bretons. Et ouais, des Bretons. Et des Asturiens. Là, on est en Espagne. D'accord? Donc, tous ces peuples, à un moment donné, ont fait des alliances avec les Vikings. Certains sont carrément devenus, on va dire, des Vikings, pour ce qui est notamment des Gascons. C'est du très lourd. Hein, donc, voilà, on a eu une vraie insurrection et ce n'était pas que le fait des Scandinaves. Ça, c'est la chose vraiment intéressante qui ressort dans ce livre. C'est ça. Et on voit également dans ce livre que Charlemagne était vraiment enfin à un moment donné il y a une citation, effectivement on nous dit que Charlemagne a inspiré Hitler. Charlemagne a inspiré Hitler, c'est une vérité authentique, mais c'est tout à fait logique. C'est ce que je me tue à essayer d'expliquer depuis des années que moi je suis dans ce combat. Charlemagne est un vrai dictateur, un vrai esclavagiste. Et c'est lui qui a mis en place ce système très dur romain de servage. Et donc il est logique qu'Adolf Hitler, un vrai dictateur, s'inspire et prenne en exemple Charlemagne. Hitler l'a dit plus d'une fois et c'est rappelé dans ce livre. Mais ça va nous permettre de bien comprendre les véritables enjeux de l'histoire officielle des Vikings. Ensuite, ce qu'on apprend encore dans ce livre, c'est que voilà. Alors, une révolution, donc, comme j'ai dit, anti-religieuse, antifasciste, anti-dictature. On apprend aussi qu'il y a les Vikings, dès qu'ils ont conquéri des territoires, ont mis en place un système avec des assemblées d'hommes libres.
c'est-à-dire en fait une véritable démocratie, hein, où ce sont tous les paysans, enfin tous les habitants d'une région, le peuple en fait, qui vote ses propres lois. Donc c'est évident, hein. Il y a beaucoup même de Gaulois ou de Francs qui ont rejoint des provinces devenues vikings, des terres devenues vikings comme la Normandie. Il y a beaucoup de Gaulois qui ont rejoint la Normandie une fois la Normandie devenue officiellement viking, parce que la loi normande était beaucoup plus juste. Il en était fini de ce système féodal. Et ça fait partie également des choses que l'Église catholique nous cache et que les écrits catholiques nous cachent depuis des siècles. Parce que oui, ces invasions vikings, pourquoi il n'y a que des bêtises qui sont racontées dessus? Parce qu'elles ont été écrites par le perdant de la guerre, par le perdant de cette guerre, par l'adversaire des vikings, qui a fini donc quelque part des siècles après par gagner sur le plan administratif, sur le plan politique, puisque des siècles plus tard, les chrétiens vont reprendre le pouvoir, après avoir perdu donc cette guerre, ils vont reprendre le pouvoir et ainsi réécrire l'histoire à leur sauce. Et c'est très bien expliqué dans le livre. On voit bien plusieurs fois que les chroniqueurs, hein, les annales de Saint-Bertin, etc., sont toujours en train de cacher la vérité pour protéger leur roi et puis pour protéger le système chrétien. Parce que c'est effectivement, les Vikings, une révolte contre le totalitarisme, contre la pensée unique religieuse et donc contre la religion également. Et ça devait être, enfin les moines qui ont écrit l'histoire devaient cacher cela pour sauver la face de la chrétienté, vous voyez. Donc ils ont minimisé les choses en faisant croire que c'était des vulgaires pillards. Voilà. Donc en réalité, pour moi, l'idée principale qui ressort de ce livre, enfin c'est pas l'idée principale, pardon, parce qu'on va voir dans la critique tout de suite après, il essaie de faire ressortir une autre idée principale. Mais moi, en tout cas, ce que j'en tire de positif, c'est que les invasions vikings, c'est une victoire du peuple dans l'histoire. C'est peut-être la seule vraie victoire du peuple dans l'histoire. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui se soulèvent contre l'oppression, contre le servage, contre les rafles esclavagistes. Parce qu'on va le voir, il y a eu des tas de rafles faites par l'Empire carolingien dans les territoires de Germanie, slave. C'était une vraie révolte contre le système esclavagiste faite par beaucoup de peuples d'Europe. Donc c'est une révolution européenne anti-esclavagiste qui a regroupé des gens de différentes origines, de différentes tribus, donc des Scandinaves, des Frisons, des Saxons, des Bretons, des Aquitains et puis de nombreux Gaulois qui donc enfermés dans ce système religieux, dans ce système de caste inégalitaire, vont avoir un éveil de conscience, vont se rappeler de leurs anciennes croyances, de leurs anciens dieux quelque part. Les dieux gaulois et les dieux vikings font bon ménage, ils sont issus de la même façon de penser, de la même tradition d'hommes libres. Et donc beaucoup de Gaulois en fait vont devenir des apostats et vont rejoindre les camps vikings. Donc on a, si vous voulez, et là pour expliquer, pour démontrer ça, il y a une fabuleuse histoire, c'est la prise de Nantes. La prise de Nantes, c'est d'une beauté incroyable. Sur le plan de la justice, sur le plan de la beauté morale. En 843, donc, les Vikings prennent Nantes d'une façon violente, brutale et très rapide. Ça a été très rapide la prise de Nantes parce que ce qui nous est rapporté donc par les historiens donc catholiques, c'est que la garde de la cité nantaise ont été complètement incompétents, complètement nuls. Ils ont été subjugués. Les Vikings ont réussi à rentrer. Voilà, c'était porte ouverte. Voilà, on nous dit que c'était une journée porte ouverte. Et donc on met toute la responsabilité sur la garde des portes de la cité de Nantes.
Ça, pour quelqu'un qui est un peu du jote et qui connaît un petit peu l'art de la guerre, c'est impossible. C'est impossible. Normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'il y ait un siège. C'est-à-dire que Nantes soit assiégée, comme c'est le cas systématiquement normalement. Il y a un siège qui dure souvent plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais là, s'il n'y a pas eu de siège, c'est parce qu'effectivement, c'était porte ouverte. Alors pourquoi? On sait qu'il y avait un marché ce jour-là, mais on sait aussi que tous les marchands vikings scandinaves étaient interdits de tout commerce avec l'Empire carolingien depuis déjà 790, 799, même avant. On avait Charlemagne qui a interdit le commerce avec les Vikings. Depuis donc l'an 790 à peu près, on a des tas d'exemples de francs qui attaquent des marchands vikings. Donc des marchands vikings à l'époque qui venaient juste pour vendre. Ils se font attaquer, ils se font massacrer même. Tous les ports sont fermés pour les païens. Donc il est évident que là on est en 843, ça fait déjà des années que le commerce est interdit avec les Vikings. Il est évident que ça fait déjà longtemps que pour les marchés, ils ont développé une sécurité qui permet de repérer les éventuels Scandinaves, notamment par l'accent. Il suffit de faire parler les gens. Ce n'est pas une époque où il y a Internet, c'est difficile d'apprendre une langue étrangère et encore plus d'avoir l'accent étranger. Donc il était impossible pour tout Viking de s'introduire dans un marché parce qu'au final, ce qu'on nous dit, enfin ce que Joël Suppéry dit, il dit ce sont les marchands vikings qui en fait étaient déguisés. Enfin les Vikings s'étaient déguisés en marchands. Ils étaient dans le marché et donc c'est comme ça qu'ils ont pris la cité de l'intérieur. Mais moi là je dis non, parce que, encore une fois, c'est prendre les francs pour des imbéciles. Ils le savent très bien que le commerce est interdit et donc ils filtrent les marchands forcément, ils les connaissent, ils les font parler. Alors, qu'est-ce qui a pu causer cette prise de Nantes? Qui a pu ouvrir les portes? Bien, Suppéry a raison, ce sont des marchands, des soldats déguisés en marchands. Mais oui, mais alors, ils ne pouvaient pas être scandinaves, parce qu'ils se seraient fait repérer. S'ils ne se sont pas fait repérer, c'est qu'ils parlaient la langue locale. C'est là où le bât blesse. C'est là où nos élites, encore aujourd'hui, veulent pas qu'on parle trop des Vikings. La seule raison possible à la prise de Nantes aussi rapide et de l'intérieur, c'est qu'il y avait dans ces marchands donc des Vikings qui étaient du peuple local, qui étaient des Nantais eux-mêmes. Ce sont en réalité des Gaulois, ou des Francs si vous voulez, appelez-les comme vous voulez, qui se sont mis côté Viking à cause d'un ras-le-bol de ce système inégalitaire, de ce système tyrannique, de cette pensée unique religieuse, de ce servage. Ils se sont mis du côté des Vikings. Parce que les Vikings, voilà, n'hésitez pas à dire à tous les peuples locaux, rejoignez-nous, soyez des hommes libres. Faisons l'union sacrée contre cette pensée unique, contre ce système esclavagiste. Revenons à notre ancienne tradition, revenez à vos anciens dieux, revenez à votre tradition gauloise. Et donc, ce sont des Gaulois nantais qui se sont rappelés au bon souvenir de leur ancienne façon de penser, de leurs anciens dieux. Finalement, ce sont des conscientisés, des gens qui ont réussi à sortir de l'étau. Parce que vous savez, c'est difficile de penser un peu différemment des autres quand vous avez un étau religieux comme ça. Vous voyez, comme aujourd'hui, c'est difficile pour nous de penser un petit peu différemment des autres, de critiquer notre façon de vivre. C'est déjà très difficile. Pourtant, officiellement, on n'est pas dans une religion. Alors imaginez à l'époque, je compare ces Gaulois nantais à des gens comme vous qui m'écoutez, mon fidèle public, comme moi, des gens qui sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système, qu'on nous impose une façon de penser qui n'est pas la bonne. Et c'est le même type d'individus qui ont rejoint les Vikings, qui étaient déguisés en marchands, des bons Gaulois, et qui ont sorti leurs épées pour attaquer les gardes de l'intérieur et pour faire ouvrir les portes. Peut-être même il y avait certains gardes eux-mêmes qui avaient changé de côté, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, les portes se sont ouvertes.
Ça n'a pas fait donc des masses de victimes, hein, puisqu'il n'y a pas eu de siège très très long. Bon, il y a forcément eu des victimes, mais l'effet de surprise et l'ouverture des portes a fait que les Vikings ont très vite pris cette ville de Nantes. Et voilà, ça c'est excellent. Ensuite, maintenant on va voir les points, je dirais, un peu plus négatifs de ce livre. Puisque comme vous le savez, donc cette cause des invasions est également due en premier lieu, hein, au génocide de Verdun en 782, à l'expansion de l'Empire carolingien en Saxe notamment, et ce génocide contre des païens et cette déportation et rafle, ça on l'apprend aussi dans ce livre, excellent. Enfin, rafle donc faite par Charlemagne dans la plus pure tradition romaine. Charlemagne n'est pas un innovateur quand il va en Saxe, qu'il massacre tout le monde, qu'il déporte des esclaves, c'est-à-dire que comment est-ce que ça se passait à cette époque-là? Merci à Michel Onfray d'avoir préfacé ce livre puisque c'est indiqué dedans. Eh bien, à Verdun, en France, à l'époque, c'était le grand marché aux esclaves. Comment était alimenté ce marché aux esclaves? Les chrétiens étaient des serfs, donc ils avaient heureusement la protection entre guillemets de leur seigneur, système mafieux. Je te protège si tu me sers, le serf. Ils ne pouvaient pas être vendus au marché aux esclaves, effectivement, c'est ce que je vous disais. Ce n'étaient pas des esclaves au sens propre, c'était des serfs. Donc où est-ce qu'ils trouvaient des esclaves, de vulgaires marchandises humaines? Eh bien, tout simplement à l'est de l'Europe, donc chez les Slaves, tous les pays slaves, il y a beaucoup de rafles. D'ailleurs, le mot esclave, a priori, vient de slave, ou vice-versa. Et également donc en Germanie du Nord, en Saxe. Et donc, c'est régulièrement l'Empire carolingien donc, faisait des rafles, revendait à Verdun au marché aux esclaves, revendait à qui? À des marchands juifs. Oui, à des marchands juifs. Donc, on a des pseudo-chrétiens qui sont des militaires qui vont faire des rafles contre des païens, qui les revendent à des marchands juifs. Les marchands juifs, eux, revendent les esclaves au califat musulman d'Espagne, principalement. Donc les musulmans d'Espagne achètent des païens aux juifs, rapportés par des missionnaires chrétiens. Voilà le bel humanisme abrahamique, ces esclavagistes qui ont toujours traité les païens comme des moins que rien. Ça, c'est la cause principale des invasions vikings. C'est une réaction contre ces génocides, contre ces missions de christianisation aussi, puisque l'Empire essayait évidemment aussi de christianiser tout le monde, c'est-à-dire pour lui, en fait, en réalité, installer le système féodal, c'est-à-dire avoir des serfs partout dans ces pays-là aussi. Et donc c'est une réaction contre ça au départ, les invasions scandinaves vikings, et qui ensuite, sur les terres de l'Empire carolingien lui-même, vont provoquer une révolution interne. Et donc, ça, vous savez, malheureusement, c'est de la plus pure tradition catholico-romaine, puisque le bien nommé Bruno Dumézil, fils du grand Georges Dumézil, que je salue, a fait une conférence, a fait un travail, un livre aussi sur les fameux barbares. Revenons 4 siècles en arrière, vers l'an 300, ou même encore avant, vers l'an 0, entre l'an 0 et l'an 300. L'Empire romain s'étend en Gaule, il tente de s'étendre en Germanie, et l'Empire romain, c'est 60% d'esclaves dans la société romaine. Donc les Gaulois conquis, il y a à peu près 60% qui vont finir esclaves. Merci, c'est sympa. Mais ça ne leur suffit pas à l'Empire romain. Donc à un moment donné, ils reprennent de plus en plus de rafles dans le nord de l'Europe, en Germanie. Et ces rafles vont mener aux fameuses invasions dites barbares. Encore une fois, on a là une belle inversion entre victimes et agresseurs. Les barbares ne font que se défendre. Et Bruno Dumézil, donc le fils de l'illustre Georges, nous dit bien dans son travail que déjà à l'époque, des Gaulois
on fuit l'Empire romain, on fuit la Gaule sous domination romaine, pour rejoindre la Germanie, et en découlera donc ces fameuses invasions barbares avec des Germains et des Gaulois unis contre l'Empire, contre ces élites romaines. Vous voyez que ça n'est pas nouveau. Quand je vous disais Charlemagne faisait des rafles dans la plus pure tradition romaine, ça n'est pas nouveau. Et que donc on comprend aisément que les Saxons de Widukind, ayant subi la fureur de l'armée franque, quand ils ont fui eux aussi au nord, chez les Danois, ils se sont alliés aux Danois ensuite. Effectivement, les premières invasions vikings, première guerre viking, ce sont les Danois contre Charlemagne, etc. Dès l'an 800, enfin même avant, comme on l'a dit, Lindisfarne 793, en réaction au génocide de 782, mais il y a eu aussi 789, on a vu des raids vikings déjà. Donc les raids vikings viennent de là. Par contre, Monsieur Supéry, lui, dans son récit, il évoque ce que je viens de vous dire. Ce que je viens de vous dire, il l'évoque. Hein. Bon, pas les invasions barbares, évidemment, ça c'est du Mésil. Mais il n'évoque que de façon anecdotique. Voilà, il le dit comme ça en passant. Comme ça, on ne pourra pas lui faire le reproche de ne pas l'avoir dit. Mais par contre, sa grande révélation dans ce livre, enfin qu'il essaye de montrer comme une grande révélation, hormis le fait que la Gascogne a été une province viking indépendante, au même titre que la Normandie, mais que ça a duré moins longtemps, à peu près 130 ans, je crois. Hormis que c'était une vraie guerre, ok, merci pour ce boulot-là. Par contre, en contrepartie, il nous dit que si les Vikings ont fait tout ça, la cause principale, en fait, voilà, il est toujours très flou sur la cause principale jusqu'à nous asséner que la cause des invasions vikings, ce serait la traite. Oui, il nous dit que la cause des invasions vikings, ce serait l'esclavagisme. Après tout ce beau travail d'explication sur la société viking et sur le système féodal, etc., il nous assène ça. Il nous dit que, alors dans ses arguments principaux, il nous dit qu'à partir de 845, l'église carolingienne, si je puis dire, l'église interdit l'esclavage. Donc interdit que les esclaves transitent par le territoire évidemment franc en 845. Et lui nous dit que du coup c'est à partir de là en gros que ouais ça y est là les invasions vikings elles démarrent vraiment. Mais tu rigoles, 843 à Nantes c'est 2 ans avant, c'est énorme comme invasion. 840 l'invasion de l'Aquitaine, 844 ils prennent vraiment l'Aquitaine de façon définitive. 836 ils prennent le Cotentin, c'est bien avant 845. Les guerres pardon, c'est Godfred, je vais peut-être me tromper, le roi danois au début, qui se bat contre Charlemagne et qui fait construire le Danevirke en 804. Je m'excuse, c'est peut-être pas Godfred, j'ai tendance à inverser les rois danois. En 804, le Danevirke, bref, Charlemagne, tout ça, c'est bien avant. Et lui, il nous assène, non, 845, c'est bien la preuve, comme l'esclavagisme est interdit par la chrétienté, enfin, en 845. Du coup, les Vikings vont saisir l'opportunité de les remplacer dans cette basse œuvre. Et pas du tout, les invasions vikings sont là déjà depuis 50 ans. Bon, bref. Ensuite, il nous dit que... Alors, dans son argumentation, il nous cite... il nous met des petites machins, là, genre aller voir à la page machin, il ne le dit pas comme ça. Alors, je vais voir la page machin, il argumente avec les annales de Saint-Bertin, par exemple, des écrits chrétiens. Or, les écrits chrétiens n'ont jamais dit que les Vikings étaient des esclavagistes. Pourtant, on sait que les chrétiens, faisant partie des adversaires des Vikings, on sait qu'ils ont tout fait pour minimiser le fait viking, pour les salir. Et pourtant, ils n'ont jamais été jusque-là. Ils n'ont jamais été jusqu'à dire que les Vikings étaient des esclavagistes, les chrétiens eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était trop gros à faire avaler. C'était pas possible. Là, c'était impossible. Parce que, à la base, ce sont eux, les chrétiens, qui mettent les païens en esclavage, vous comprenez? Donc c'est pour ça, c'était totalement impensable d'aller jusque-là, même dans les écrits chrétiens. Mais lui, il nous cite des passages où on voit, dans les annales de Saint-Bertin, oui, les Vikings ont ravagé telle ville, ils ont détruit ceci, ils ont pillé l'église, ils ont brûlé l'église et ils ont fait de nombreux captifs.
et ils ont fait de nombreux captifs. Ça, c'est anecdotique. Quand vous êtes en guerre, évidemment que vous faites des prisonniers. Vous êtes en guerre, vous faites des prisonniers. D'ailleurs, à un endroit, ensuite, dans les annales de Saint-Bertin, et il le cite, on voit bien que ces captifs sont utilisés comme monnaie d'échange pour négocier avec les rois francs, pour négocier des tribus, des choses comme ça. Mais voilà, ce sont des prisonniers de guerre, des captifs. Et lui, il prétend que ça, c'est la preuve que ce sont des rafles. C'est totalement illogique et déplacé, c'est un peu inverser l'esclavagiste et l'esclave. Ensuite, pourtant il le dit lui-même, hein, il le dit bien qu'on ne retrouve pas, par exemple, si c'était vraiment des esclavagistes les Vikings, on aurait trouvé des tas de traces de chaînes et de menottes. En archéologie, le fer, ça se garde, ça se date bien. On n'a trouvé aucune chaîne, aucune menotte, aucune trace donc de traite humaine chez les Vikings, puisque pas de menottes, pas de chaîne, rien du tout. Et ensuite, alors là, le comble, c'est quand tu utilises l'étymologie. Alors là, par contre, Monsieur Supéry, pardonnez-moi, mais au niveau étymologique, vous allez trop loin. Là. Vous décrédibilisez l'étymologie. Vous allez vraiment beaucoup trop loin dans tous vos raisonnements. Il y a peut-être 6, 2, 3 qui sont bons. Certains ont l'air pas mal, ont l'air corrects. Mais quand vous nous dites que les villes qui commencent par Trelleborg, Trellebourg, ça veut dire que c'est des ports aux esclaves. Sous prétexte que Trell, ça viendrait de Sral. Le Sral, c'est, on va dire, c'est un statut, entre guillemets, dans la société viking. C'est celui qui n'est pas un Karl, c'est-à-dire c'est celui qui n'est pas un homme libre. Or, celui qui n'est pas un homme libre, il ne l'est pas pour deux raisons. Premièrement, c'est un mineur, c'est un adolescent. C'est pas encore un homme. Deuxièmement, ce n'est pas un membre du clan. C'est quelqu'un qui a été banni, ou c'est quelqu'un qui a été fait prisonnier de guerre. C'est ça un Sral, c'est quelqu'un qui est hors du clan. Ou alors c'est quelqu'un qui est un adolescent. Bref, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de vote, qui n'a pas le droit de siéger en assemblée. Et donc ce n'est pas effectivement un homme libre. Parce qu'un homme libre, c'est quelqu'un qui a le droit de parole et puis qui est un vrai homme. Mais ça n'est aucunement un esclave au sens chrétien, ce n'est pas un serf. Il n'y a pas de servage, hein, évidemment. Hein. Sinon, pourquoi ils se seraient révoltés, hein. Les chrétiens amènent un système de servage avec les Carolingiens. Si ils avaient un système où les serfs étaient des srals, ils auraient dit bah ok, pas de problème, on peut les rendre chrétiens, les srals, si vous voulez. Non, il n'y a rien de logique. Le sral n'était pas un esclave, ça c'est pareil, c'est de la propagande chrétienne pour faire croire que la société viking était assez similaire à la judéo-chrétienne, ce qui est totalement faux évidemment, pour éviter encore une fois que les jeunes gens, en ayant marre de ce système, veuillent retourner à l'ancienne façon de vivre. Donc voilà, ça c'est tout à fait illogique. Hein. C'est tout à fait illogique hein, puisque vous inversez l'agresseur et la victime, vous inversez l'esclavagiste avec l'esclave. Oui, en 845, les chrétiens interdisent enfin l'esclavage des païens, mais c'est pourquoi ça arrive en 845, c'est sous la pression des vikings eux-mêmes. Les vikings commençant à être puissants à partir de ces environs-là, ils font pression et les chrétiens, de toute façon les chrétiens ne pouvant plus en 845 se permettre toute volonté expansionniste, puisqu'au contraire ils sont sur la défensive, ils se font agresser, acculer par les vikings, il n'est plus possible pour eux d'aller faire des rafles de païens. Donc faire cette loi, c'est peanuts pour eux, ils ne peuvent plus aller chercher des esclaves. Voilà pourquoi ils font cette loi-là, en espérant aussi que ça va calmer les vikings, en se disant bon bah on va interdire l'esclavagisme des païens, ça va peut-être calmer les vikings. Mais à aucun moment ça n'est significatif pour les vikings. Eux, ça fait déjà longtemps qu'ils sont en révolte, en rébellion, qu'ils sont en guerre de contre-attaque. Ça fait longtemps qu'ils ont un pied dans le Cotentin, qu'ils ont la Gascogne en leurs mains, ils ont pris Nantes, ils ont pris des tas de grandes villes. Ils ont pris un grand port en Frise. Ils sont présents en Frise, ils sont forts déjà. Donc ça ne peut pas être la cause. Alors pourquoi Monsieur Supéry, vous nous envoyez ça? Comme Monsieur Onfray l'a dit, vous avez été
vilipendé, vous avez été attaqué par ces gens dans la presse, ridiculisé. Monsieur Supéry, avec l'ère d'Internet, vous devez vous apercevoir que vous n'êtes pas le seul. Et vous ne serez jamais le dernier dans ce cas-là. Parce qu'on est dans un état, dans un système fermé, un système de caste où effectivement c'est un peu comme une mafia, il faut faire partie de l'équipe pour avoir droit de parole. Tous les autres, on les ridiculise. Et on a compris que sur les Vikings, il s'agissait de cacher la vérité pour, non pas seulement pour protéger le christianisme, pas du tout. Enfin si au départ c'est la raison principale, mais c'est surtout pour protéger le système royal féodal, qui va malgré tout malheureusement reprendre le dessus, donc plusieurs siècles après les victoires vikings. Et c'est également pour protéger tout État totalitaire ou tout État qui voudrait devenir totalitaire, en empêchant le peuple de se reconnecter à ce qu'il fut, c'est-à-dire à un moment donné de son histoire, un viking, des vikings, c'est-à-dire un peuple qui se révolte contre l'oppression et surtout un peuple qui gagne. Pour une fois qu'on a le peuple qui s'organise et qui gagne contre l'oppresseur étatique, les vikings c'est un peu des Robins des Bois, ce sont un peu des hors-la-loi du bien en fait. C'est quand l'État devient mauvais que vous avez des hommes de bien qui deviennent des hors-la-loi, qui deviennent des barbares. Et donc c'est un formidable exemple les Vikings, et c'est pour ça qu'il y a une énorme pression là-dessus. Et donc M. Supéry a fait beaucoup de très bon travail pendant des années, il a été rejeté, ça lui a fait beaucoup de mal je pense, et du coup pour pouvoir avoir une chance d'exister médiatiquement, et je le remercie, Joël, je vous remercie, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans ce livre, je le remontre. Mais je pense que fatigué que vous étiez, vous vous êtes dit, pour exister, il faudrait que je sorte un truc qui fasse que les Vikings ne vont malgré tout pas devenir les héros, les nouvelles idoles, les nouveaux héros, les nouveaux modèles de notre jeunesse. On va leur coller une étiquette d'esclavagiste, comme aujourd'hui, et c'est logique, l'esclavagisme c'est vu comme quelque chose d'absolument odieux, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous êtes dit, je vais accepter de leur coller une étiquette, je vais même fabriquer, parce que vous avez quand même fabriqué quelque chose là, c'est un peu grillé, fabriquer une histoire dans laquelle ils seraient des grands esclavagistes pour pouvoir exister médiatiquement. Je pense que c'est ça. Je ne vous jette pas la pierre parce que c'est très difficile, je sais ce que c'est. Cependant, personnellement, je n'échangerai jamais la vérité et mon honneur contre un peu de lumière. Je ne cherche pas la lumière, surtout pas celle venant de ces gens-là. Je préfère rester dans l'ombre, conserver mon honneur et la vérité. Mais je ne vous en veux pas parce que quelque part, on peut aussi voir votre action comme un sacrifice. Quelque part, vous avez peut-être sacrifié de la vérité. Enfin, c'est un mensonge de dire ça, de dire que la cause principale des invasions vikings c'est l'esclavage, c'est un mensonge. Mais au moins il y a quand même certaines vérités, comme j'ai dit tout à l'heure, le côté révolutionnaire des Vikings, le fait que le travail des officiels sur les Vikings est mal fait, avec notamment le soutien de Michel Onfray. Là vous avez mis un gros coup de pied dans la fourmilière et je vous en remercie. Vous avez fait bouger les choses. Cependant on n'y est toujours pas. Mais au moins on a avancé. Et là, en tous les cas, voilà, je pense que de là, on peut espérer continuer à dérouler le fil jusqu'à la vérité authentique, à savoir donc que l'Empire romain est un empire esclavagiste, que ce sont des salopards, ce ne sont surtout pas des démocrates, que les Gaulois, les Vikings, sont les plus démocrates, ce sont des sociétés d'hommes libres, ce sont eux qui ont été les germes de ce que seront plus tard tous les hommes libres, tous les démocrates, les Templiers, il y a eu les Cathares, les Goths sont comme des Vikings aussi, sont comme des Gaulois, et Goths il y en a beaucoup dans le sud, vous le dites dans votre livre également. Ce sont des gens qui ont la fibre démocratique d'hommes libres et c'est grâce à eux qu'il y a eu la révolution, c'est grâce à eux qu'on est sorti de la pensée unique totalitaire, de la dictature de l'Empire. Mais on avance vraiment avec avec Michel Onfray qui nous aide là.
avec le fils de monsieur Georges Dumézil, Bruno Dumézil, avec peut-être, j'espère, à un niveau plus humble moi-même. On arrive à voir le jeu tel qu'il est. On a des élites calquées sur un modèle romain qui oppressent, qui sont passées à la religion dogmatique, pensée unique pour renforcer, pour modifier leur type de domination et pour continuer un système de servage, donc finalement d'esclavage. On a des gens qui prennent Charlemagne en modèle, Charlemagne qui rafle des païens, Charlemagne qui rafle des Allemands pour les revendre à des musulmans par l'intermédiaire des Juifs. Ça doit être su, ça vous devez le dire. Ouais, et donc c'est pas un hasard si Hitler a pris Charlemagne comme exemple. Donc ça, il faut que ça se sache. Et que les Vikings, en bon gaulois, étaient des hommes droits, des hommes libres attachés à la justice, qui ont mis un système politique équitable, où les gens peuvent voter leurs lois. Bref, un système qui va mener des siècles plus tard à la Révolution, qui va permettre d'établir une démocratie. Démocratie qui aujourd'hui est à nouveau en danger. On ressent à nouveau la gueule de la louve romaine. Hein? On revoit des religions qui reviennent à la mode, des religions qui viennent d'Orient. Le christianisme aussi venait d'Orient. On dit oui, l'islam n'a rien à voir avec nous. C'est vrai. Est-ce que vous croyez que le christianisme, quand il est arrivé, il avait beaucoup à voir avec nous? Non plus. Il venait également d'Orient. Attention, je dis, notre belle démocratie, et là j'en appelle à M. Onfray, que je félicite pour son travail. Notre belle démocratie, on le sent, elle est dans un étau, elle est en train de disparaître. Et ces Romains, ces gens qui fonctionnent avec le système romain, avec cette pensée romaine, sont de nouveau de retour. Ils utilisent les mêmes artifices, ils montrent les gens du doigt, donc ils ont amalgamé M. Supéry aux nazis, alors que c'est eux qui font l'apologie de Charlemagne, de qui on se moque. Bref, excusez-moi, c'est nerveux, mais c'est vrai. Et vous vous rendez compte comment on a manipulé l'histoire? Bref, donc merci à M. Onfray, merci à M. Supéry. C'est pas évident, hein, donc je vous en veux absolument pas. Il n'y a pas de problème, on peut discuter. On avance, on avance. Voilà. Merci à vous, le public. N'hésitez pas donc à me soutenir, c'est très important. Diffusez les vidéos et surtout, n'ayez plus peur de dire la vérité. Ne laissez plus personne mentir sur les Vikings. Les Vikings, ce sont des justiciers, ce sont des bandits d'honneur, ce sont comme des Robins des Bois. Ils étaient hors la loi du point de vue de l'Empire, évidemment, carolingien, empire esclavagiste. Mais et c'est eux qui ont écrit l'histoire. Voilà pourquoi on a des fausses idées sur eux, mais en réalité, c'était des gens de grande moralité, des gens qui nous ont apporté la liberté en Normandie, en Gascogne, qui ont été le germe, tout comme les Visigoths hein, avant eux, de tout ce qui va mener aux idées démocratiques, qui va permettre aux gens d'avoir le droit de penser comme ils veulent. Et aujourd'hui, on est dans une situation grave où on n'a plus le droit de penser comme on veut, que ce soit par la religion, que ce soit par le dogme. Vous savez, on vous montre du doigt en vous insultant de raciste, en vous insultant de nazi, en vous insultant de beaucoup de choses. Ce sont les mêmes techniques par les mêmes gens qui veulent arriver au même résultat que l'Empire romain. Il n'en sera pas ainsi. Nous nous reconnecterons à l'esprit de nos ancêtres vikings, puisque oui, il y avait des Gaulois vikings, il y avait des Frisons vikings, il y avait des Gascons vikings, il y avait des Bretons vikings. Voilà. Vive la démocratie, la vraie, pas celle d'aujourd'hui. Vive les Vikings. Et encore merci à Michel Onfray. Allez, au revoir.